Monsieur Alain Tourret. Merci, monsieur le rapporteur. Je serai un petit peu plus long. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt, Madame, Messieurs, le texte signé par 4 d'entre vous dans Le Monde du 18 novembre. Laissons du temps au débat. Le débat a lieu actuellement, c'est une bonne chose. Votre texte était d'ailleurs, je tiens à le dire, peut-être parce qu'il était signé par 4, fort modéré sur la nécessité d'avoir recours à ce débat sur un sujet fondamental, j'en suis bien d'accord. Sujet fondamental, et je considère que les représentants des différents cultes que vous êtes ont une place essentielle dans l'analyse du projet que nous avons à soumettre et à débattre. Donc, cette procédure, elle a lieu, elle se fait devant la représentation nationale, et c'est là où elle doit avoir lieu. Elle n'a pas lieu d'être, à mon avis, dans le cadre d'un référendum ou pas, qui est un abandon par la représentation nationale de ses droits. Pourquoi est-ce que vous êtes parfaitement en droit et que nous attendons vos observations? C'est parce que, en réalité, les cultes ont profondément marqué notre pensée, notre matière de vivre, notre société. Mais globalement, vous êtes des lobbies. Et si j'essaye de comprendre un peu, qui suis l'un des rares parlementaires à avoir fait du droit canon, c'est tout dire, quand j'étais étudiant, spécialiste du 4e concile de Latran, eh bien, j'essaye de voir un petit peu ce qui explique votre légitimité toute particulière à intervenir. Toutes les églises, en réalité, se sont appuyées sur la cellule familiale pour appuyer leur pouvoir sur la société. Je ne reparlerai pas de toute la théorie des deux glaives et compagnie, des philosophies thomistes en la matière, mais c'est fondamentalement cela. Et c'est par la cellule familiale que vous appuyez votre pouvoir, et à partir de ce moment-là, on comprend parfaitement que vous asseyez votre pouvoir d'influence sur une structure dans laquelle vous avez confiance, mais qui n'était pas celle de la période grecque, qui n'était pas celle de la période romaine, où, à l'époque, la filiation était avant tout un phénomène d'adoption. Et puis, globalement, dans toutes ces réflexions, je note quand même que vous vous êtes pratiquement trompé chaque fois que vous avez eu à vous pencher sur la société, en dehors de quelques exceptions notables, et j'en parle à Monsieur le cardinal Liénard. Lui, sans doute ne s'était-il pas trompé dans toutes ses appréciations sur le monde ouvrier. Également le cardinal archevêque de Toulouse, en 1942, quand seul en France il s'élève contre le nazisme et le fascisme, à la différence de tous les autres. Et finalement, ce que je note à ce niveau-là, c'est que globalement, l'Église a toujours eu à choisir entre être une Église d'ordre ou une Église de service. Et que là, véritablement, vous êtes dans le cadre du renforcement de votre pouvoir par l'Église d'ordre. L'ordre par les structures, l'ordre par la philosophie. Et c'est ce qui explique vraisemblablement pourquoi l'ensemble des philosophes vous a quitté. Il n'y a plus de grands philosophes qui peuvent s'exprimer, tel Teilhard de Chardin, au nom de l'Église catholique. Où sont-ils les philosophes qui étaient susceptibles de vous appuyer? Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là parce que la fracture entre vous autres, les 5 de la religion du livre, et l'opinion est totale. Et cette fracture, on la voit en particulier par quelques sondages. 87% des Français considèrent, selon le sondage du Monde de l'IFOP du 8 novembre 2012, que l'homosexualité est une manière comme une autre de vivre sa sexualité. 87%. 65% des Français estiment que les couples homosexuels doivent pouvoir avoir le droit de se marier. Il y a 10 ans, ils étaient 51%. Lorsque j'étais l'un des signataires du Pax, à l'époque, l'ensemble des cultes, des représentants, se sont pratiquement tous opposés au Pax, pratiquement. Avec moins de structuration, je pense, que ce qui se passe actuellement. Mais c'était quand même une réalité. Alors je pense qu'en réalité, il y a une explication qui peut se faire. Lorsqu'en 1792, le mariage, qui était une institution
conservé par l'Église catholique en France et a été sécularisé. On a conservé le terme de mariage. C'est peut-être là toute l'ambiguïté. Parce qu'on est passé d'un consentement, ça restait un consentement, mais on est passé d'un mariage sacrement à un mariage institution, avec le rôle désormais dévolu du curé à l'officier d'état civil. Et on a conservé le terme. Et je pense profondément que depuis 1792, nous vivons sur cette ambiguïté. Et qu'à partir de ce moment-là, cette transformation que nous allons faire et qui va répondre à ce principe d'égalité sur lequel je vais revenir, parce que vous avez eu des termes très durs sur cette notion d'égalité, eh bien, vous ne l'admettez pas. Vous ne l'admettez pas parce que vous êtes globalement resté dans une position qui était celle antérieure à 1792. Alors, c'est là, à mon avis, l'une des raisons essentielles pour lesquelles il y a une différence fondamentale entre la société et vous. Deuxième réflexion que je voudrais avoir, c'est sur l'égalité. Car finalement, vous avez eu raison, c'est le terme essentiel. L'égalité, c'est un beau terme, c'est un des termes fondateurs de la République, l'égalité. Et j'ai entendu l'un d'entre vous parler du totalitarisme de l'égalité. Vous voyez que vous n'y allez pas de main morte, ou avec le dos de la cuillère, enfin comme on veut. On peut prendre des expressions un peu plus triviales. Mais parler du totalitarisme de l'égalité, c'est nous envoyer aux pires périodes que l'histoire a pu connaître. L'égalité, ce n'est pas une égalité totalitaire qui exclut les autres. L'égalité, c'est un concept rassembleur qui est aussi beau que celui de liberté, de fraternité et de laïcité. Et pourquoi nous semble-t-il que cette fonction d'égalité est essentielle? Puisque en sont exclus, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les homosexuels de notre société. Et ce n'est que par le principe d'égalité qu'on est susceptible de trouver un concept fort, unificateur, rassembleur, qui permet de trouver une possibilité pour eux de retrouver toute leur place dans notre société. Notre société s'est créée globalement sur l'homophobie, à tout moment. C'est une parfaite réalité. Elle s'est créée sur le rejet des autres. Et vous le savez mieux que quiconque, vous qui représentez la religion juive. Vous le savez mieux que quiconque, vous qui représentez la religion musulmane. Vous le savez mieux que quiconque, vous qui représentez la religion protestante. Ça a toujours été les autres qui vous ont exclus. Et cette espèce d'exclusion, n'est-il pas enfin temps d'y mettre fin pour l'une des parties essentielles de notre société? C'est véritablement cette question que je veux vous poser. Et maintenant, je terminerai, Monsieur le Cardinal, s'il vous plaît, Monsieur Touré, pour laisser la parole à vos collègues. Je voudrais terminer, puisque on participe à un grand moment de l'histoire, Monsieur le rapporteur. Donc, je voudrais pouvoir continuer sur mon argumentation. Monsieur le Cardinal, vous représentez le principal culte de France. J'ai vu à quel point, peut-être, dans la lignée du pape actuel, est-ce que cette lignée aurait été la même si un autre pape avait été choisi? J'ai lu tout ce que le cardinal archevêque de Milan à l'époque avait écrit, qui n'était pas du tout ce qui est actuellement fait. Je vois qu'actuellement, vous lancez vos troupes, vous lancez vos évêques, vous allez lancer vos catholiques s'il en reste. Mais est-ce qu'à partir de ce moment-là, jusqu'où allez-vous aller? Allez-vous encourager les manifestations dans la rue comme au moment de l'école libre? Est-ce que vous ne croyez pas qu'on doit simplement rester dans le cadre de cette discussion, comme aujourd'hui nous la menons, sur le plan des idées et de la philosophie, et laisser aux élus que nous sommes, députés, représentants de la représentation nationale, de décider, puisque nous avons été élus pour cela? Je vous remercie. Merci, Monsieur Touré.